Goed, welkom bij deze eerste persconferentie van 2021. Ook in dit nieuwe jaar zullen jullie blijven informeren over de stand van zaken en over de maatregelen. En voor wat betreft de stand van zaken van de pandemie geef ik onmiddellijk het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Ik zou graag van deze eerste persconferentie willen gebruik maken om iedereen een heel gelukkig en gezond 2021 toe te wensen. 2021 zal een jaar van positieve verandering zijn. Het zal ongetwijfeld een jaar worden met een heel moeilijk begin, dat nog veel geduld en volharding zal vragen. Maar geleidelijk aan zullen er meer kansen en perspectief komen. De kerstvakantie hebben we alvast uitstekend aangepakt. We kunnen het nieuwe jaar inzetten met minder besmettingen, minder ziekenhuisopnames en minder overlijdens in vergelijking met de periode voor de kerstvakantie. En de cijfers blijven nog steeds voorzichtig dalen. Dat is niet vanzelfsprekend, aangezien in sommige andere landen de cijfers zijn blijven doorstijgen, ondanks de kerstvakantie. Daarbij kent België ook een lichtere lockdown dan in de ons omringende landen. Het zal dus nu zaak zijn om onze inspanning te blijven vasthouden de komende weken. Dit zal niet eenvoudig zijn, gezien het gewone leven met school en werk weer herneemt. Onze motivatie om vol te houden zal ons belangrijkste wapen zijn. De afgelopen week werden er gemiddeld 1582 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een daling van 14% in vergelijking met de week ervoor. Gisteren bedroeg die daling nog 27%, maar toen vergeleken we een week met Kerstmis erin met een week zonder extra feestdag. En dat verklaart die plotse afname in de daling. Een deel van de daling wordt verklaard doordat er minder getest werd tijdens het kerstverlof. Bijvoorbeeld, in de tweede week van de kerstvakantie werden er 25.000 testen per dag uitgevoerd. En dat is 30% minder dan de week voor de kerstvakantie. Toen werden er nog tot 38.000 testen per dag uitgevoerd. We verwachten voor deze komende week dat er opnieuw meer getest zal worden. Het aantal vastgestelde besmettingen zal daardoor waarschijnlijk minder snel beginnen dalen. De daling van de besmettingen heeft zich voorgedaan bij alle leeftijdsgroepen. We zien de grootste dalingen bij de kinderen onder de 10 jaar, min 26%. Meer dan de helft van alle besmettingen doen zich voor bij de 20 tot 60-jarigen, met een piek rond de leeftijd van 29 jaar. De cijfers dalen in bijna alle provincies, gaande van min 29% in Henegouwen en Namen tot bijna een stabilisatie in Luxemburg. Het hoogste aantal nieuwe gevallen wordt nog steeds vastgesteld in Antwerpen, gevolgd door Oost- en West-Vlaanderen. Besmettingscijfers zijn duidelijk afhankelijk van het aantal testen en van het testbeleid, maar ziekenhuisopnames zijn dat niet. Het goede nieuws is dan ook vooral dat ook de ziekenhuisopnames blijven dalen. Verleden week waren er gemiddeld 139 ziekenhuisopnames per dag. En dat is 14% minder dan in de eerste week van de kerstvakantie en 24% minder dan in de week voor het kerstverlof. Toen zaten we nog aan iets meer dan 180 ziekenhuisopnames per dag. Als deze trends aanhouden, en dat zal niet evident zijn, kunnen we begin februari onder de 75 ziekenhuisopnames per dag uitkomen. Opgelet, want in Waals-Brabant, Luik en West-Vlaanderen waren er wel nog lichte toenames van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Er liggen nu 2227 COVID-patiënten in het ziekenhuis,
waarvan 463 op intensieve zorgen. Dat is opnieuw 9% lager dan de week ervoor. Het aantal ingenomen ziekenhuisbedden blijft daarmee traag verder dalen. De overlijdens gaan ook verder in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 65 overlijdens te betreuren. Dat is 23% minder dan de week ervoor. Ook de situatie in de woonzorgcentra verbetert geleidelijk verder. In de week van 22 tot 29 december daalde het aantal besmettingen en grote uitbraken in de woonzorgcentra van alle regio's. De cijfers voor de volgende periode, van 30 december tot en met 5 januari, presenteren we op vrijdag, maar op het eerste zicht lijkt deze dalende trend zich verder te zetten. 24% van de Vlaamse woonzorgcentra rapporteerde minstens 1 COVID-geval. Vorige week was dat nog iets hoger, of de week ervoor was dat nog iets hoger met 28%. In Wallonië was dat 20% tegenover 23% in de week ervoor. En in Brussel 10% tegenover 14% in de week ervoor. 9% van de Vlaamse woonzorgcentra kampte met een grote uitbraak van 10 of meer gevallen. In Wallonië was dat 7% en in Brussel slechts 4%. Ook het aantal overlijdens in woonzorgcentra is gedaald. En tenslotte zouden we nog de resultaten willen presenteren van een burgerparticipatie rond het vaccinatiebeleid. In december heeft Cienzano een burgerparticipatieproject georganiseerd, waarbij 103 Belgen hun mening hebben gedeeld over het Belgisch COVID-vaccinatiebeleid. Deze 103 Belgen werden geselecteerd uit een pool van meer dan 5.800 vrijwilligers om zo representatief mogelijk te zijn voor de Belgische bevolking. Zij werden geselecteerd op basis van leeftijd, opleiding, taal, geslacht en nog een aantal andere criteria. Onder leiding van een moderator en een expert kregen de deelnemers in kleine groepen de kans om op een geïnformeerde manier en op een open en constructieve manier met elkaar in debat te gaan. Quasi alle deelnemers hebben zich vragen gesteld bij de snelheid waarmee de vaccins werden ontwikkeld. Ook een aantal wetenschappelijke onzekerheden over de vaccins, zoals de bijwerkingen op lange termijn, eventuele neveneffecten bij personen met onderliggende aandoeningen of de beschermingsduur van de vaccinatie. Er werden ook vragen gesteld bij de rol van de farmaceutische industrie. Bij alle deelnemers was de nood aan een terugkeer naar het normale leven erg hoog. Voor het slagen van de vaccinatiecampagne bleek vooral vertrouwen tussen beleidsmakers en de burgers essentieel. Volgens de deelnemers wordt dit vertrouwen best gebouwd op basis van duidelijke en transparante communicatie over zowel de voor- als de nadelen van vaccinatie. De beslissing om gevaccineerd te worden moet volgens de deelnemers een individuele keuze blijven. Slechts een minderheid van de deelnemers vindt dat de overheid vaccinatie moet verplichten, zeker als we groepsimmuniteit willen bekomen. Verder waren er 2 kampen onder de deelnemers betreft de gevolgen die je kan geven aan het al dan niet vaccineren. 1 groep deelnemers vond dat de vaccinatiestatus niet mag leiden tot bepaalde privileges of aparte maatregelen. Deze deelnemers stonden achter het principe samen uit, samen thuis. Deze groep vond dat het toekennen van bepaalde privileges op basis van vaccinatiestatus gelijk staat aan een vorm van verplichting en daarom onaanvaardbaar is. Dit zou kunnen leiden tot discriminatie en stigmatisering en is in strijd met democratische principes zoals vrije keuze.
De andere groep deelnemers vond dat de keuze om zich niet te laten vaccineren in moet houden dat men ook bepaalde gevolgen van die keuze moet aanvaarden. Deze groep pleitte voor een vaccinatiebewijs dat in bepaalde contexten kan gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld bij reizen, deelname aan massa-evenementen of voor bepaalde beroepen. De weigering van vaccinatie mocht volgens hen wel geen impact hebben op bepaalde fundamentele vrijheden, zoals het krijgen van essentiële medische zorg. Dat zijn de stellingen van het burgerconsultatieplatform. We zouden dit willen afsluiten met nog eens te bevestigen dat in België de vaccinatie gratis zal zijn, volledig vrijwillig zal zijn en dat er geen specifieke privileges zullen worden toegekend aan gevaccineerde personen. De maatregelen en de versoepelingen zullen gebaseerd zijn op de evolutie van de cijfers, waaronder het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe makkelijker het zal zijn om het virus af te remmen en de ziekenhuisopnames te laten zakken. En dit zal het perspectief creëren voor versoepelingen voor iedereen. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors en cette première conférence de presse de 2021, je souhaite aussi, un peu comme tout le monde, vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2021 et en la circonstance certainement des vœux de bonne santé qui sont tout indiqués. 2021 sera une année de changement. Ce ne sera pas une année normale, mais ce sera une année de changement positif. Ce sera une année qui aura un début encore difficile, on le vit pour l'instant, qui exigera encore beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, d'efforts de chacun d'entre nous, mais qui petit à petit va arriver vers des ouvertures et des opportunités qui nous permettront de retrouver des circonstances de vie plus favorables. Nous avons, je dirais pour l'instant, manifestement, et on espère que ce contexte de manifestement va perdurer, adopté une attitude plutôt positive lors des vacances de Noël. Ceci nous permet d'entamer cette année dans des circonstances où nous continuons à avoir, depuis plus d'une douzaine de jours, une diminution des contaminations, des hospitalisations et des décès. Et tout ceci en comparaison à ce qui se passait avant les vacances de Noël. Ce n'est pas si évident, et quand on suit les informations à la télévision, à la radio, dans les journaux, on se rend compte que la plupart des pays qui nous entourent ne sont pas dans ce genre de circonstances et vivent des moments, pour certains d'entre eux, nettement moins favorables. Et ceci, malgré les mêmes vacances de Noël dans les pays en question. Nous avons depuis un certain temps un certain confinement, mais un confinement qui se révèle être in fine plus léger que la plupart des pays qui nous entourent et qui ont dû imposer des restrictions plus fortes dans les derniers jours ou les dernières semaines. Il sera donc important de continuer à poursuivre les efforts qui ont été bien compris et qui ont été bien appliqués durant ces semaines. Ce ne sera pas forcément facile puisqu'on retourne maintenant à la vie normale, la vie du travail, la vie des écoles, mais votre motivation sera d'autant plus importante pour continuer à aller dans la direction que nous maintenons actuellement. Au niveau des chiffres, au niveau purement de ce niveau-là des contaminations, on observe actuellement en moyenne par jour 1582 nouvelles contaminations, ce qui est une baisse de 14% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. Pour ceux qui suivent de près ces chiffres sur le tableau de Cienciano, ils se rendront peut-être compte qu'il y avait une baisse de 27% encore hier. Tout ceci dépend de la base de comparaison. Elle inclut ou pas une fête comme la fête de Noël et on est passé d'un jour à l'autre à une base de comparaison qui incluait et n'inclut plus une fête. Et donc on a une diminution de cet pourcentage de nouvelles contaminations. Globalement, cette diminution peut s'expliquer de différentes manières et une d'entre elles, c'est, je dirais bien sûr, le fait qu'on a pratiqué moins de tests. En cette période de vacances, il y a eu moins de tests pratiqués puisqu'on peut dire qu'en moyenne, il y a eu à peu près 25 000 tests, en l'occurrence 25 186 tests qui ont été pratiqués en moyenne pendant la deuxième semaine des vacances, alors qu'on en pratiquait encore à peu près 30% de plus
Auparavant, dans la semaine qui a précédé les vacances, on était à peu près à 38 000 tests par jour. Avec le retour à la vie actuelle, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation du nombre de tests, entre autres avec les tests pratiqués sur les personnes qui sont de retour de vacances à l'étranger. Et donc, ceci pourrait nous amener à avoir en nombre absolu un nombre de contaminations qui diminuera moins vite dans les jours qui viennent, mais peut-être un pourcentage de tests positifs qui sera moins important. Cette baisse des contaminations s'observe actuellement dans toutes les tranches d'âge. Elle est encore plus marquée, comme elle était ces derniers temps, chez les jeunes enfants de moins de 10 ans, avec moins 26%. On continue à avoir une majorité des contaminations qui se passent dans la tranche entre 20 et 60 ans, la tranche des personnes les plus actives. Et on a un pic actuellement aux environs de 29 ans d'âge. Ces contaminations diminuent actuellement dans toutes les provinces, comme vous le voyez, à une vitesse un peu variable, qui est plus marquée dans le Hainaut et le Namurois, avec moins 29%, qui est le moins marqué, avec une stabilisation dans la province de Luxembourg. En nombre absolu de cas dénombrés par jour, ce chiffre reste le plus important dans la province d'Anvers, suivi des deux Flandres. On l'a souligné, le nombre de nouveaux cas dépend du testing, du nombre de tests qui sont pratiqués, ce qui n'est pas le cas des hospitalisations. Et heureusement, comme on l'a dit aussi, les hospitalisations continuent à diminuer. On a actuellement en moyenne 139 nouvelles hospitalisations par jour, ce qui est 14% de moins que de la première semaine des vacances de Noël. C'est 24% de moins que la semaine qui a précédé les vacances de Noël, où nous étions à 182 hospitalisations en moyenne par jour. Si ces tendances favorables se poursuivent, et bien sûr seulement si elles se poursuivent, nous pourrions atteindre le seuil fixé de 75 hospitalisations par jour, quelque part au début du mois de février, donc dans un mois. Il faut cependant noter que pour les hospitalisations, toutes les provinces ne sont pas exactement dans le même trend et qu'on a de petites augmentations des admissions dans 3 provinces, le Brabant wallon, la province de Liège et la province de Flandre occidentale. Ceci nous amène actuellement à avoir hospitalisé 2227 patients, dont 463 aux soins intensifs. Si la diminution continue sur le trend que nous avons pour l'instant, nous pourrions pour la fin de la semaine avoir moins de 2000 patients hospitalisés. Actuellement, le chiffre que nous avons est une baisse de 9% par rapport à la semaine précédente. Si on s'intéresse aux décès, nous devons toujours déplorer 65 décès en moyenne par jour, mais ceci est quand même une nette diminution encore de 23% par rapport à la semaine précédente. Alors, dans les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, il y aura un court thème lié aux maisons de repos que l'on va aborder de manière plus extensive à la fin de la semaine, mais rattraper un peu le retard que nous avons eu à cause des fêtes. La situation dans les maisons de repos et de soins continue, heureusement, à s'améliorer, lentement, mais systématiquement. Si on s'intéresse à la semaine du 22 au 29 décembre, donc la dernière semaine complète de l'année 2020, le nombre de contaminations comme de foyers importants a diminué dans les maisons de repos dans toutes les régions du pays. Si on s'intéresse par exemple aux maisons de repos dans lesquelles il y a eu au moins un cas Covid, on se rend compte que le pourcentage en Flandre est passé de 28% à 24%, qu'il est passé en Wallonie de 23% à 20% et qu'il est passé à Bruxelles de 14% à 10%, comme on le voit sur le graphique. Si on s'intéresse aux maisons de repos qui sont frappées par des foyers importants de plus de 10 cas, on se retrouve actuellement avec, dans cette situation, 9% des maisons de repos en Flandre, 7% en Wallonie et 4% à Bruxelles. Globalement, d'ailleurs, au niveau des maisons de repos, on a une diminution des décès également, pas seulement dans le reste de la population. Vous aurez des chiffres plus détaillés concernant la dernière semaine, ce vendredi.
Alors, deuxième thème du jour, c'est la consultation citoyenne qui a eu lieu à la fin de l'année 2020. Cette concertation citoyenne concernait la politique de vaccination. Elle a été orchestrée par Cienzano et elle s'est faite sur base d'un projet qui a réuni ainsi 103 Belges. Ces 103 Belges ont été sélectionnés sur une base de plus de 5000 personnes dont on avait l'adresse e-mail qui avaient participé à l'enquête globale de santé. Et au sein de cette population, une sélection s'est faite sur base de différents critères démographiques, entre autres, l'âge, le sexe, mais aussi l'appartenance linguistique et d'autres critères, de manière à rendre ce groupe le plus représentatif possible de la population belge. Les participants ont été repris en petits groupes avec un modérateur, ils ont été informés et ils ont pu alors débattre de manière constructive de différentes questions qui leur étaient posées ou des questions qu'ils se posaient eux-mêmes. Presque tous les participants se posaient un certain nombre de questions centrées, je dirais, sur 3 domaines. Le premier qui a frappé tout le monde, c'est la rapidité de développement des vaccins, bien sûr. Le deuxième, qui est un point essentiel dans ce qu'on retrouve dans vos préoccupations, ce sont les incertitudes éventuelles sur ces vaccins, concernant par exemple des effets secondaires à long terme, comprenant par exemple leur impact sur des gens qui ont des comorbidités, ou une question qui nous intéresse encore tous, la durée de l'immunité induite par la vaccination. Enfin, plusieurs d'entre eux, la majorité, étaient inquiets du rôle potentiel de l'industrie pharmaceutique dans le choix des vaccins, par exemple. Ce qui ressort de ces discussions, c'est que tous les participants soutiennent la nécessité de retrouver une vie normale après une dure année 2020. Il est clair que pour garantir une campagne de vaccination qui se déroule adéquatement, il est nécessaire d'avoir et la compréhension et l'assentiment tant des autorités que des citoyens. Cette confiance, qui est à la base de toute, doit se faire, se construire sur une communication qui est claire et qui est transparente, tant sur les points positifs que sur les éventuels points négatifs de la vaccination. Si on reprend les avis qui sont venus de ces groupes de travail de citoyens, on retrouve le fait que le choix de se faire vacciner ou non doit rester une décision individuelle. Une minorité seulement des participants trouve que les autorités auraient dû obliger les personnes à se faire vacciner, tout spécialement pour obtenir une immunité de groupe. On peut dire que globalement, parmi les participants, il y avait 2 camps. Un premier est un groupe qui pense que le statut de vaccination ne doit pas faire entraîner un certain nombre de privilèges ou de droits particuliers, des mesures qui les mettent ces personnes à part des autres personnes qui n'auraient pas été vaccinées. Et ceci en se basant sur le fait que nous traversons cette crise tous ensemble, quelles que soient nos opinions sur différents points, dont sur celui de la vaccination. Ce groupe voit donc l'octroi potentiel de privilèges aux personnes qui seraient vaccinées comme étant une situation inadmissible, inacceptable, parce qu'elle impliquerait de facto une obligation. Elle voudrait dire que vous n'avez pas droit à un certain nombre de choses si vous ne vous faites pas vacciner, même si la vaccination n'est pas stricto sensu obligatoire. Ceci amènerait pour elle à une discrimination, à une stigmatisation des personnes qui ne se feraient pas vacciner, et ça s'oppose pour elle au principe de liberté dans le choix. L'autre groupe de participants trouve que le choix de ne pas se faire vacciner volontairement après avoir été informé doit impliquer qu'on accepte les conséquences de son choix. Et donc ce groupe est en faveur, lui, d'un certificat de vaccination, par exemple, qui pourrait être utilisé dans certaines circonstances, des circonstances de voyage, des circonstances d'événements culturels ou festifs, par exemple. Mais ce groupe admet tout à fait, comme le premier groupe, que le refus de se faire vacciner ne doit pas pour autant avoir d'impact sur nos libertés fondamentales. Et une de ces libertés fondamentales est celle d'avoir le même droit aux soins essentiels. Il y a donc beaucoup de discussions, comme vous voyez. Je
constructives, je pense, et qui doivent nous apporter des éléments de réflexion concernant cette politique de vaccination. Nous savons tous, et on veut vous le rappeler, que la vaccination en Belgique sera une vaccination sur une base volontaire. Nous savons tous qu'elle est une vaccination qui sera gratuite, et nous savons tous qu'il n'y a aucun privilège spécifique octroyé aux personnes vaccinées dans le contexte actuel. Les mesures que nous vivons ne sont pas faciles et nous savons qu'on devra continuer à les appliquer pendant un certain temps. La levée de ces mesures, en tout cas au moins partiellement, sera basée sur l'évolution des chiffres tant de contamination que d'hospitalisation. Plus de personnes se seront vaccinées, moins il y aura de transmission du virus, moins il y aura de personnes hospitalisées dans des circonstances plus ou moins sévères. Plus la vaccination prendra une place, plus il sera facile de voir apparaître les perspectives d'assouplissement qui seront valables pour tout le monde. Et je pense que ceci est certainement un argument auquel nous devons tous réfléchir. Merci pour votre attention. Goedemorgen. Nu de kerstvakantie is gedaan, zal onvermijdelijk de mobiliteit opnieuw toenemen. De scholen en ook veel ondernemingen hernemen immers de activiteiten na 2 weken vakantie. Zoals we de afgelopen weken hebben vastgesteld, is de mobiliteit van mensen een goede indicator voor het aantal besmettingen. Hoe meer mensen we ontmoeten, hoe groter de kans op virusoverdracht. Het blijft dan ook belangrijk om onze sociale en professionele contacten maximaal te beperken en de regels hieromtrent te respecteren. Een van de manieren om de mobiliteit en dus ook het risico op virusoverdracht te verminderen is telewerk. Voor alle duidelijkheid, telewerk is en blijft verplicht. Dit kan ook gecontroleerd worden. Telewerk is een zeer efficiënte maatregel met een beperkte impact voor vele ondernemingen. We roepen iedereen dan ook op om de verplichtingen omtrent het telewerk te respecteren. Indien telewerk niet mogelijk is, wegens de aard van de activiteit, moet op de werkvloer de nodige voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden. Deze maatregelen kan je raadplegen op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid. Door het verplichte telewerk zal dit jaar de traditionele nieuwjaarsdrink met de collega's eenmalig online moeten verlopen. Op deze manier kan je de collega's niet alleen een goede gezondheid toewensen, je draagt er ook toe bij, door de regels te respecteren, onder andere de regels op het verplichte telewerk. De afgelopen weken verliep het kerstshoppen op de meeste plaatsen zeer vlot en met respect voor de maatregelen. Ook tijdens de koopjesperiode, die gisteren is begonnen, blijft het belangrijk om de maatregelen in en rond de winkelstraten te respecteren in het kader van de volksgezondheid. Winkel alleen. Hou steeds 1,5 meter afstand van andere klanten en van het personeel, en niet zowel in de winkels als in de winkelstraten. Ontsmet je handen bij het binnengaan en raak alleen de producten aan die je nodig hebt. Doe je boodschappen niet langer dan nodig en blijf maximaal 30 minuten in een winkel. Draag een mond-neusmasker en betaal zoveel mogelijk met de kaart, bij voorkeur contactloos. Op deze manier kunnen we veilig shoppen met respect voor de maatregelen. Het feit dat de cijfers in ons land in de juiste richting blijven evolueren, hebben we te danken aan onze gemeenschappelijke inspanningen van de afgelopen weken. Het overgrote deel van de bevolking heeft de maatregelen immers gerespecteerd. We willen iedereen hiervoor bedanken, want we beseffen dat dit niet altijd eenvoudig is. Het komt er nu op aan om dit vol te houden en waakzaam te blijven. Op deze manier gaan we stap voor stap veilig vooruit naar een hoopvol 2021. Dank u wel. Bonjour à toutes et tous. Maintenant que les fêtes de fin d'année sont derrière nous, la mobilité sur nos routes, dans nos transports en commun, réaugmente logiquement. Après 2 semaines en mode pause, de nombreux lieux de travail retrouvent leur activité. Les écoles ont également réouvert partiellement leurs portes. Comme nous l'avons vu ces dernières semaines, ces derniers mois, la variation du nombre de contaminations peut être parfois corrélée à la mobilité au sein de la société.
plus nous rencontrons de personnes, plus cela favorise la transmission potentielle du virus. Certains de ces déplacements sont nécessaires, évidemment, mais il reste important de les limiter autant que possible à l'essentiel. Et en cas de contact, de respecter les mesures de précaution que vous connaissez pour en limiter le risque. L'un des moyens pour éviter un excès de mobilité et donc limiter le risque de transmission du virus, c'est le télétravail. Le télétravail qui est et qui reste obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une mesure très efficace, dont l'impact est relativement limité pour l'activité de nombreuses entreprises et sociétés. Le télétravail agit à plusieurs niveaux. Cela limite et les interactions dans l'entreprise avec collègues et clients, et les interactions potentielles sur le chemin du travail, ce qui va diminuer également les situations problématiques pour les autres personnes qui doivent-elles se rendre malgré tout sur leur lieu de travail. Car le télétravail n'est évidemment pas possible partout et pour tous. Si télétravailler n'est pas possible, il y a lieu de rendre et de prendre les précautions nécessaires. Vous pouvez consulter ces mesures sur le site du SPF Emploi, où vous retrouverez un guide et des conseils ciblés et adaptés par secteur d'activité. En janvier, la vie professionnelle est parfois rythmée par les réceptions de Nouvel An. Cette année, le verre avec les collègues ou le speech plus ou moins inspiré du responsable devra se faire online. Ainsi, non seulement vous pourrez souhaiter à vos collègues une bonne santé, mais y contribuer aussi en limitant à l'essentiel les interactions physiques au travail. Ces dernières semaines, les achats de Noël se sont déroulés sans problème majeur dans la plupart des villes et communes du pays, dans le respect des mesures de précaution. Continuons sur cette lancée, même pendant la période des soldes. Il reste important de respecter les mesures de santé publique. Faire son shopping seul, pour limiter l'affluence et permettre à tous de le réaliser sans trop attendre dans les files. Ne faire nos courses pas plus longtemps que nécessaire et rester dans un magasin pendant 30 minutes maximum. Se désinfecter les mains en entrant et ne manipuler que les produits dont vous avez besoin. Se tenir toujours à 1,5 mètre des autres clients et du personnel, tant dans le magasin que dans les rues commerçantes. Porter le masque pour protéger les autres et privilégier les paiements par carte pour éviter de s'échanger billets et monnaie. Le fait que les courbes dans notre pays continuent à évoluer dans la bonne direction est dû à nos efforts communs. C'est parce que la grande majorité de la population a respecté et respecte les mesures ces dernières semaines que nous y arrivons. Merci et bravo à tous pour ces efforts, car ce n'est clairement pas toujours évident. L'important est maintenant de persévérer et de rester vigilant. Je vais passer maintenant la parole à notre collègue qui va nous donner les différentes questions reçues par la presse. La stratégie vaccinale priorise les personnes résidant en maison de repos. Dans une lettre ouverte, des soignants réclament une vaccination sans délai. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'effectivement, cette question mérite une réponse détaillée. Il est effectivement extrêmement logique, comme dans la plupart des pays d'ailleurs, de prévoir que le personnel de santé, au sens très très large du terme, fasse partie des personnes à protéger parmi les premières. Parce qu'il est effectivement exposé à l'infection et qu'on voudrait avoir à ce niveau-là une structure qui soit bien en place en cas de ressurgence de la pathologie. C'est d'ailleurs ce qui était à la base de l'avis du Conseil supérieur de la santé qui est sorti au mois de juillet, à un moment où on a mis en place les priorités en disant qu'il y avait le personnel de santé, les personnes de plus de 65 ans ou les personnes entre 45 et 65 ans avec des facteurs de comorbidité. Cette décision a été prise à un moment où d'ailleurs les caractéristiques des vaccins concernant leur efficacité ou leur protection sur la transmission étaient encore totalement inconnues. Dans le plan opérationnel de vaccination que la Belgique a été établi, on a décidé de vacciner en première intention, bien sûr, le personnel de santé, mais surtout et en première intention, les personnels qui avaient été le plus touchés par la vague, c'est-à-dire les personnes de largement plus de 65 ans, pour la plupart d'entre elles, celles qui résident dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, qui sont souvent grevées de beaucoup de facteurs de comorbidité. Un problème logistique
est survenue durant la deuxième partie du mois de décembre et a perturbé la livraison des vaccins, tels qu'ils avaient été intégrés dans le programme d'implémentation de la vaccination en Belgique. La firme Pfizer, qui nous fournit, ne pourra fournir pour le mois de janvier que la moitié des doses prévues. Et donc, on passe ainsi de un peu plus de 600 000 doses à un peu plus de 300 000 doses. Dans ce contexte, au vu de données actuelles sur l'inconnu quant à la protection conférée par le vaccin dans la transmission du virus, un facteur particulièrement important dans la vaccination du personnel de santé, dans un contexte d'une haute efficacité démontrée de la vaccination dans différents groupes d'âge, je vous le rappelle, dans les études, plus de 94%, il a été décidé de continuer à faire une vaccination complète avec 2 doses chez les personnes les plus fragiles, celles chez lesquelles la pathologie a frappé le plus lourdement. Et je ne dois pas trop vous rappeler que 60% des décès sont survenus chez des résidents de maisons de repos et de maisons de repos et de soins. C'est donc particulièrement important pour eux, pour leur santé personnelle bien sûr aussi, mais dans le contexte où ces personnes font un certain engorgement du système de santé qui est incapable de gérer alors d'autres pathologies si de trop nombreuses d'entre elles sont hospitalisées en raison du Covid. Ceci ne s'est pas fait en abandonnant le personnel de santé qui fera partie, dans les semaines qui suivent, de la série suivante de vaccination et qui le sera d'ailleurs avant, tel que c'était prévu, les personnes de plus de 65 ans qui sont en dehors des institutions. Notons qu'actuellement, l'exposition du personnel de santé, qui a été extrêmement importante en février, mars et avril, dans un contexte très particulier de méconnaissance du virus, de disponibilité extrêmement limitée des protections de type masque, gants, visières, blouses et autres, a changé au cours du temps. Elle n'est bien sûr pas insignifiante, mais elle a changé de données pour préciser ceci. Si on s'intéresse au pourcentage de personnes reconnues comme étant personnel de santé, ce qui est très très générique, dans les gens qui ont été hospitalisés lors de 2 vagues de Covid dans notre pays, on se rend compte que lors de la 2e vague, on arrive à 40% du total des personnes qui étaient hospitalisées pour la première vague. Autrement dit, on avait entre 8 et 9% de personnel reconnu comme étant personnel de santé lors de la première vague, alors qu'on est en dessous des 4% pour la 2e vague. Une autre manière de voir les choses, ce sont les études de séroprévalence, donc de gens porteurs d'anticorps contre le Covid qui sont reconnus en Belgique. On vous a parlé de ces études qui sont patronnées par Sciensano. Et on y retrouve quoi? On y retrouve que dans la population générale, on avait à peu près 4 à 5% de gens porteurs d'anticorps avant la 2e vague. On est passé à 14%, donc ça a été multiplié pratiquement par 3. Alors que l'on avait, après la première vague, au niveau du personnel de santé, 8% qui étaient porteurs d'anticorps, et on est passé à 17%, donc ça a été multiplié par 2. Autrement dit, actuellement, dans la population générale, un bon 14% des gens ont des anticorps, on a 17% pour le personnel de santé. On se retrouve donc devant une situation globalement identique dans laquelle le personnel de santé attrape la pathologie beaucoup plus, pour ne pas dire exclusivement, par son contact avec la vie de tous les jours, comme tous les citoyens, plutôt que dans les hôpitaux. Et je pense que c'est un bon point. Ça veut dire que les mesures y sont bien suivies et qu'elles y sont efficaces. De vaccinatiestrategie geeft de prioriteit aan rusthuisbewoners. In een open brief roepen zorgverleners op om ook snel gevaccineerd te worden. Wat is uw reactie hierop? Wel, dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Het is zo dat zowel de woonzorgcentra als het personeel dat in de zorg werkt prioritair zijn voor wat betreft de vaccinatiestrategie. Dat staat buiten kijf. In woonzorgcentra is het belangrijk dat men zo snel mogelijk kan vaccineren, omdat we weten dat daar mensen verblijven die bijzonder vatbaar zijn voor de ziekte. Het is een plaats waar grote uitbraken plaatsvinden, die vaak moeilijk te controleren zijn. En er zijn ook veel overlijdens bij bewoners in woonzorgcentra.
bijna 60% van alle COVID-overlijdens vinden plaats bij iemand die in een woonzorgcentrum woont. Er zijn ook grote sociale gevolgen. Het betreft isolatie van de bewoners, isolatie van hun familie, van hun vrienden. Voor het personeel dat in de zorg werkt, is vaccinatie ook heel belangrijk. In de eerste plaats natuurlijk omdat zij frequent blootgesteld worden aan patiënten die het virus hebben. En zij lopen natuurlijk ook een risico dat als ze zelf besmet zijn, ze het virus kunnen doorgeven aan hun patiënten, die soms ook in een zeer kwetsbare toestand zich bevinden. Daarom werd in juli een advies gemaakt door de Hoge Gezondheidsraad, waarbij de prioriteiten voor vaccinatie werden opgelijst. En toen werden zowel woonzorgcentra als het zorgpersoneel bij de hoogste prioriteit geclasseerd. Nu, op dat ogenblik in juli was nog niks gekend over de eigenschappen van de toekomstige vaccins, als ook over de beschikbaarheid en de snelheid en de timing waarmee de vaccins zouden beschikbaar komen. Dus men kon dat niet incalculeren in het advies. Ondertussen weten we dat de vaccins sneller dan voorzien beschikbaar zijn. Initieel dachten we maart, misschien februari. Het is ondertussen zelfs eind december, januari geworden. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Maar de beschikbaarheid van die vaccins is wel nog altijd heel beperkt. Voor januari hebben we ongeveer iets meer dan 300.000 dosissen van het Pfizer-vaccin. Dat is niet veel. Initieel waren er zelfs 600.000 voorzien, maar in december heeft de firma dat bijgesteld en zijn het er maar 300.000 geworden. En dat betekent dat men natuurlijk keuzes moet maken. En dan moet men kijken van hoe kunnen we die dosissen zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk inzetten. En dan is er natuurlijk één feit dat eruit springt. Dat is dat we zeker weten dat deze vaccins heel goed beschermen tegen ziekte. Voor 94% in de klinische studie, dat is een uitstekend resultaat. Het is nog wat onduidelijk hoe goed ze gaan beschermen tegen de besmetting zelf. En de vraag is nog altijd in hoeverre dat, wanneer iemand gevaccineerd is, dat hij toch niet een lichte besmetting kan oplopen en in staat kan zijn om het virus door te geven aan iemand anders. Ik vermoed dat iemand die gevaccineerd is waarschijnlijk minder virus gaat produceren, minder lang. Maar hoe groot dat effect is, dat weten we op dit ogenblik nog niet. Dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dat betekent wel, we moeten wel rekening houden dat als iemand ook maar een klein beetje virus draagt, kan dat voldoende zijn om iemand te besmetten. Zeker als het om een zorgverlener gaat die dicht contact heeft met zijn of haar patiënt. En wanneer die patiënt dan ook nog eens extra gevoelig is voor ziekte. Dus zelfs een klein beetje virus kan aanleiding geven tot een besmetting, kan aanleiding geven tot ziekte en overlijden. En dat is de reden waarom in eerste instantie gekozen is om die vaccins in te zetten bij de bewoners van de woonzorgcentra, omdat deze groep het meest getroffen wordt door ziekte en overlijdens. Zorgpersoneel blijft sowieso prioritair en staan als volgende in de rij. Gelukkig stellen we ook wel vast dat zeker in de tweede golf van de pandemie het zorgpersoneel veel beter in staat is om zichzelf te beschermen tegen de besmetting. Wanneer je de eerste met de tweede golf vergelijkt, dan zien we bijvoorbeeld dat het percentage ziekenhuisopnames, dus het percentage van mensen die in de zorg werken, die opgenomen wordt in het ziekenhuis, een pak lager is in de tweede golf dan in de eerste golf. We zien ook dat het percentage zorgverleners met antistoffen vergelijkbaar is met het percentage in de algemene bevolking, zo'n goede 17%. En belangrijk ook, wanneer je tijdens de tweede golf kijkt, dan zie je dat dat percentage ongeveer verdubbeld is, gaande van 8% naar 17% van de zorgverleners. Wanneer je dat vergelijkt bijvoorbeeld met bloedgevers, dan zie je dat daar het percentage mensen met antistoffen verdrievoudigd is tijdens de tweede golf, gaande van 5% naar 14%. Dus daaruit kan je afleiden dat het zorgpersoneel zich momenteel wel beter weet te beschermen, omdat men natuurlijk betere toegang heeft tot kwalitatief beschermingsmateriaal en ook een pak meer ervaring heeft opgebouwd om zich te beschermen tegen dit virus.
Wat is de situatie in België met betrekking tot de detectie van de Britse en Zuid-Afrikaanse coronavariant? Hoeveel gevallen zijn er al ontdekt en in welke regio's? Is er een specifieke contactopvolging voorzien? Wel, op dat gebied hebben we nog steeds relatief goed nieuws te melden. Er zijn geen bijkomende vaststellingen gedaan van Britse variant of Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. We wisten al een tijdje terug in december dat er ergens in de loop van november 4 mensen zijn vastgesteld die besmet waren met de Britse variant in Vlaanderen. Dat aantal is ondertussen niet gestegen, ondanks dat we wel degelijk zoeken naar deze variant in België. Het ging om 4 personen die geen directe link hadden met het Verenigd Koninkrijk. Het toont wel aan dus dat het virus wel al via andere wegen is geïntroduceerd in België en niet noodzakelijk rechtstreeks vanuit het Verenigd Koninkrijk. De Zuid-Afrikaanse variant werd tot nu toe nog niet vastgesteld in België. Dus we hebben geen indicaties dat die varianten op dit moment wijd verspreid zijn in België en dat willen we vooral zo houden. Betreft de opvolging van dergelijke besmettingen, wel is het zo dat er op dit ogenblik geen onderscheid bestaat of dat nu om een Zuid-Afrikaanse variant gaat, een Britse variant of een Belgische variant van het virus. Het protocol is hetzelfde voor eenderd welke coronavirusbesmetting. Het is belangrijk dat dat telkens heel strak opgevolgd wordt. Dat wil zeggen, wanneer iemand vastgesteld wordt met de besmetting, dan moet deze persoon onmiddellijk in isolatie gaan en zich compleet isoleren van zijn omgeving. Alle contacten moeten in kaart gebracht worden. Hoogrisicocontacten moeten absoluut in quarantaine gaan en een test op dag 7. En quarantaine betekent dat men moet thuisblijven, dat men alle contact met anderen vermijdt, ook met de gezinsleden. En voor laagrisicocontacten geldt in principe hetzelfde, alleen zij moeten niet verplicht thuis blijven. We raden aan dat zij zoveel mogelijk thuis blijven, dat zij ook zoveel mogelijk alle contact met anderen vermijden, ook de gezinsleden, dat ze ten allen tijde een masker dragen als ze naar de winkel gaan of voor bepaalde essentiële verplaatsingen. En zeker en vast ook contact vermijden met oudere personen of personen die een hoog risicoprofiel hebben. Où en est-on en Belgique face à la détection du variant britannique et du variant d'Afrique du Sud? Combien de cas ont été détectés chez nous et dans quelle région? Un suivi de contact spécifique est-il prévu? Alors, nous avons plutôt actuellement de bonnes nouvelles sur ce point-là. La Belgique a détecté durant le mois de décembre 4 cas de variants britanniques, effectivement. Ces 4 cas sont restés pour l'instant les seuls et malgré une recherche faite sur d'autres situations, sur des clusters entre autres de cas qui pouvaient être inquiétants par leur augmentation rapide à certains endroits, on n'a pas de nouveaux cas détectés. Donc on reste au chiffre de 4. Ces 4 cas ont été retrouvés en Flandre. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu de contact évident avec la Grande-Bretagne, montrant bien que ce variant existe en Europe continentale actuellement sans qu'il y ait de lien immédiat et donc il doit être diffusé d'une certaine manière. Ces personnes étaient proches de la frontière hollandaise. Par ailleurs, on parle entre autres de ce variant d'Afrique du Sud. Actuellement, il n'y a pas de variant sud-africain qui ait été détecté sur notre territoire. Quant aux mesures de précaution particulières dans le suivi, il n'y a actuellement pas de mesures particulières qui aient été décidées. Je pense qu'il faut insister sur le fait que ces variants n'ont, que l'on sache pour l'instant, aucune virulence particulière. Ils ne donnent pas une maladie plus grave, qui exigerait éventuellement d'autres situations, mais ils peuvent se transmettre potentiellement de manière plus rapide. Donc il est important, tant pour le variant D614G que nous connaissons tous et qui est le variant qui est dominant actuellement dans toute l'Europe, que pour les potentiels autres variants, d'avoir une même attitude, une attitude qui doit être consistante et ferme dans, d'une part, un dépistage bien sûr, mais surtout un tracing des contacts,
un tracing des contacts avec un isolement du patient d'une part, une quarantaine des contacts à haut risque. Et pour les contacts à haut risque, ça veut vraiment dire que l'on reste chez soi, que l'on ne va pas travailler. Cela veut dire aussi qu'il faut, pour les contacts à faible risque, insister sur le fait que ce n'est pas totalement une vie normale, mais que l'on va prendre des précautions particulières en se suivant bien pendant 14 jours quant à l'apparition des symptômes, quant au port du masque encore renforcé dans le monde extérieur, quant à éviter le fait d'aller rencontrer des personnes à risque de faire une pathologie plus sévère si on était soi-même porteur et qu'on transmette la pathologie. Donc je pense que l'important actuellement est de partout, dans toutes les situations, appliquer les mêmes règles avec consistance, quel que soit le variant considéré. Merci, messieurs. La prochaine conférence de presse aura lieu vendredi à 11 h. En ce début janvier, nous voulions encore vous souhaiter une bonne année et, comme on dit, et surtout la santé. À vendredi.